Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 décembre 2025 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. Meilleurs vœux à tous pour l'année à venir. Oui, exactement. Bonne année à tout le monde. Et à toi aussi, John. Merci. Laisse-moi commencer, John, par l'attaque contre la résidence du président russe, l'attaque de drone. Que sait-on de cette attaque? Quelle était la cible? Tu sais, la cible, c'était essentiellement le président russe, ou bien autre chose. Que savons-nous des médias russes et des médias occidentaux? Quelle est ton analyse de tout cela? Eh bien, il est plus facile de préciser ce que nous ne savons pas à partir de chacune des sources que vous venez de mentionner. Mais je dois dire, en guise de mise en garde à notre public en cette veille du Nouvel An, que nous devons cesser d'exagérer la manière dont les informations sont interprétées. Nous devons réduire la confusion qui naît naturellement en temps de guerre, dans des conditions de propagande, entre la politique de chaque situation et les faits militaires sur le terrain. Essayons donc de nous en tenir aux faits sur le terrain. Et laissez-moi expliquer pourquoi vous me voyez regarder vers le bas, vers le haut ou sur le côté. C'est parce que je dois lire les documents devant moi. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une attaque de drone et nous ne sommes pas sûrs des cibles visées. D'un côté, nous avons une situation où il ne semble pas y avoir eu de photographie des médias russes montrant des débris de drones dans la région de Valdai, dans la zone de Dolji Brody, où se trouve la résidence présidentielle. Nous avons également une manière très étrange et exceptionnelle dont la partie russe a annoncé ce qui s'était passé. L'annonce est venue du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, et non des médias d'État ni du ministère de la Défense. La déclaration de Lavrov a été faite à 18h19 ce jour-là, soit un retard d'environ 18 heures, disons plus de 12 et moins de 20 heures après l'attaque présumée. La déclaration de Yuri Ushakov, révélant que le président Poutine avait informé le président Trump lors de leur appel téléphonique plus tôt dans la journée, est intervenue à 19h30, peu de temps après celle de Lavrov. Nous avons donc un appel téléphonique entre les présidents, initié par Trump à Poutine dans la matinée, heure de Floride. Nous pensons que l'appel a eu lieu vers 8 ou 9 heures, entre 8 et 10 heures, heure de Floride. Nous avons donc un retard inhabituel. Nous avons aujourd'hui une annonce inhabituelle ou exceptionnelle faite par le ministre des Affaires étrangères et non par le ministère de la Défense. Il existe des divergences entre les annonces habituelles du ministère de la Défense concernant le nombre de drones abattus pendant la nuit et une modification ultérieure après les déclarations du président et du ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'on lui a demandé des preuves de l'attaque, Dmitry Peskov a déclaré qu'il n'allait en fournir aucune. Je ne pense pas, et je regarde à côté de moi pour lire ce qu'a dit Peskov, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de preuves ici, alors qu'une attaque massive de drones a été menée, après quoi, grâce au travail bien coordonné de la défense aérienne, beaucoup d'entre eux ont été abattus et neutralisés. En d'autres termes, Peskov dit « Je ne vais pas vous donner de preuves ». C'est très étrange. D'un autre côté, nous avons l'annonce d'Alexei Arestovitch, l'ancien conseiller de Zelensky, selon laquelle la cible n'était pas la résidence en tant que telle, mais un bunker de commandement nucléaire dans la région. Et cela, selon Arestovitch, constitue une frappe contre, je lis ici, le centre de commandement de la triade nucléaire et plus généralement contre les forces armées de la Fédération de Russie en période spéciale. D'après Arestovitch, il s'agit là d'une forme de ciblage et d'attaque bien plus grave
que même l'attaque de juin contre les bombardiers de la triade nucléaire sur leur base aérienne, lors de ce que les Ukrainiens ont appelé l'opération Toile d'araignée. Bon, donc, il n'existe aucune source occidentale, a précisé Arestovitch, pour étayer ce qu'il affirme. En consultant les sources, on constate une grande confusion entre la région de Novgorod, où se trouve la zone de Valdai, et Nijni Novgorod, située à plusieurs centaines de kilomètres à l'est. Il y a également beaucoup d'incertitudes quant à savoir si la prétendue attaque de drones, un essaim de 91 drones, constituait une attaque aérienne réellement importante. It's a very significant attack in the air. And was it fired at the Valdai region? A-t-il été tiré depuis la région de Valdai, à partir de la frontière ukrainienne, située à plusieurs centaines de kilomètres au sud-est, ou bien depuis l'Estonie? L'Estonie n'est qu'à environ 150 kilomètres de la zone visée. La cible était-elle la résidence présidentielle? Et Poutine n'y était pas. Ou s'agissait-il d'un bunker de commandement nucléaire? La signification stratégique change complètement selon la nature exacte de la cible. Mais s'il s'agissait d'un bunker de commandement nucléaire, on comprend aisément pourquoi la partie russe est très réticente à en parler. On ne parle pas de cibles aussi sensibles, car elles sont au cœur de la dissuasion mutuelle assurée. Si un bunker de commandement nucléaire russe est attaqué, la doctrine de riposte nucléaire de la Russie est déclenchée. Cela implique une riposte nucléaire ou quelque chose de complexe, quelque chose comme un Ereshnik, une arme capable de porter une ogive nucléaire, mais pas nécessairement armée de celle-ci. Nous avons donc là les faits et aussi les zones d'ombre. C'est un événement tout à fait inhabituel. Il doit être compris dans sa dimension politique. D'un côté, il y a très clairement, et j'ai parlé à mes sources à Moscou dans la journée, ce qu'ils appellent une contradiction entre l'approche du ministère des Affaires étrangères dans les négociations avec Trump et les négociations financières avec Trump, dirigées par Kirill Dmitriev et Yuri Ushakov à travers les canaux dits Vitkov, Kushner, Grunberg. Cette contradiction doit donc être résolue. Et le ministre des Affaires étrangères Lavrov, en faisant cette annonce, avertit que la Russie réévaluera ou durcira ses conditions de négociation. C'est une conséquence politique découlant de ce qui s'est passé. De l'autre côté, on observe une démonstration très inhabituelle mais révélatrice de la part de Trump. En substance, ce qu'il a dit, avec à ses côtés le premier ministre israélien Netanyahou, alors que tous deux annonçaient de nouvelles menaces de bombarder l'Iran, constitue une combinaison significative. Que disait exactement Trump? Eh bien, il a essentiellement déclaré, je ne lis pas ses mots exacts, mais tout le monde peut consulter ses tweets et la transcription. Il dit que le président Poutine lui a confié, lors de la conversation à propos de l'attaque, qu'il voulait en minimiser l'importance. Cela serait cohérent avec un rôle américain, un rôle de la CIA, du Pentagone, dans le ciblage et la modification du drone en vol sur sa trajectoire vers la cible. Et ce serait particulièrement pertinent si les États-Unis disposaient de renseignements spéciaux sur l'emplacement possible du bunker de commandement et de contrôle nucléaire, que ce soit dans la région de Novgorod ou celle de Nijni Novgorod, plus à l'est. Ce que Trump a dit, c'est que le problème, c'est le moment. Ce n'est pas le bon moment pour faire cela. Trump n'a pas dit que c'était une mauvaise chose d'attaquer la direction russe. Il a laissé entendre qu'il s'agissait d'une guerre et qu'en temps de guerre, les deux camps passent à l'offensive. Et Trump a approuvé, en principe, ce type d'offensive. Il a simplement dit que c'était un mauvais moment pour le faire, alors que des négociations sont en cours pour mettre fin au combat. Si l'on regarde la dimension politique de cela, on voit un président qui se moque de savoir si les deux camps continuent à se battre ou parviennent à un accord. On voit tant que lui, Trump, sa famille
ses proches, ses conseillers et son administration tirent profit de la poursuite de la guerre ou des conditions du règlement. De l'autre côté, la stratégie politique de l'annonce russe a consisté à souligner ce que les États-Unis ne font pas, c'est-à-dire à qualifier l'attaque d'attentat terroriste. Pourquoi s'agit-il d'un attentat terroriste et non d'une attaque de guerre? Why is it a terrorist attack and not a war attack? Why does Pourquoi M. Peskov, le porte-parole du président, pourquoi le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, parle-t-il de terrorisme, voire de terrorisme d'État, alors qu'il voit un acte de guerre? La réponse est que la dynamique politique des négociations conduit à une pause sur des bases politiques acceptables pour les deux parties. Les Russes utilisent cet événement particulier, quoi qu'il se soit passé, et sans exagérer ce qui s'est passé, pour faire avancer les objectifs politiques de différentes factions du côté russe, d'une manière qui convient à différentes factions du côté américain. Cela semble compliqué? Oui, c'est compliqué. Et si l'on ajoute à cela les intérêts européens et ceux de Zelensky, on obtient une situation extrêmement complexe. Ce qui ne s'est pas produit à Miami, c'est que Zelensky n'a pas négocié avec la partie américaine. Ce n'était pas une négociation à Miami. Du côté américain, à la table se trouvaient le président, le chef d'état-major général, le général Kane, le secrétaire à la défense, Hegseth, et bien qu'il ne soit pas clair si le directeur de la CIA, Radcliffe, était présent, le secrétaire d'État Rubio. Puis il y avait les soi-disant hommes du canal officieux, les promoteurs immobiliers de New York, Witkoff, Kushner et Greenbaum. C'est bien le nom de cet homme. Ce n'était pas une négociation. Cela ressemblait plutôt à une séance de réassurance. Des sources russes me disent qu'elles pensent que Trump peut faire pression sur Zelensky très efficacement en le menaçant de poursuites. Elles évoquent l'accord de plaider coupable que M. Umarov, le chef de la délégation ukrainienne, a récemment conclu avec le FBI pour être déchargé d'accusations de corruption s'il fournit des preuves contre d'autres. Et ces autres doivent inclure M. Zelensky. Nous avons donc ici une situation extrêmement complexe, dans laquelle le ministère russe des Affaires étrangères veut s'assurer que les conditions convenues ne servent pas simplement à enrichir les élites de chaque camp, mais qu'elles représentent un véritable cadre de sécurité. C'est ce que défend le ministère des Affaires étrangères. Et Lavrov a répété ces dernières heures que la référence en matière d'arrangement de sécurité reste les projets de traité du ministère des Affaires étrangères de décembre 2021. C'est une sécurité globale. Mais cet événement nous montre, quelles que soient les exagérations, quel que soit le manque de preuves, que les États-Unis, Trump et la partie russe, Poutine, veulent une pause dans la guerre, sans aucune conviction, du côté russe, que la guerre se terminera de sitôt. Alors, qu'est-ce que cette pause? Est-ce le cessez-le-feu dont il parlait? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il est clair, d'après ce que dit Trump, et pour nous tous ici, vous en Iran, et tous ceux qui regardent où qu'ils soient, que ce que dit Trump est secondaire par rapport à ce que font les États-Unis. D'accord? Ce qui semble être le cas, c'est que comme vous avez vu le président Poutine s'entretenir avec des commandants sur le front, il y a eu 2 grandes réunions de commandement conjointes et des séances d'information militaire ces derniers jours pour s'assurer que l'armée russe soutient les négociations et que les objectifs militaires russes ne soient pas sacrifiés dans la négociation avec des gens comme les agents immobiliers new-yorkais, Witkoff, Kushner et Greenbaum. Ce qui est indiqué, c'est que la partie russe acceptera, d'une part, l'ensemble du Donbass, c'est-à-dire toutes les régions de Luhansk et de Donetsk, ainsi que la majeure partie, voire la totalité, des régions de Zaporizhia et de Kherson. Bien sûr, la Crimée va de soi.
Cela signifie une concession apparente concernant l'incorporation de l'ensemble de Kherson et de Zaporizhia. Premièrement. Deuxièmement, ce que la partie russe appelle la zone de sécurité, ce que nous pourrions appeler la DMZ, la zone démilitarisée. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov a répété à plusieurs reprises qu'elle devait être une zone profonde, suffisamment profonde, pour qu'en démilitarisant cette région, il ne puisse y avoir aucune installation de drones, de missiles ou d'autres types d'armements capables d'attaquer la Russie. Les discussions militaires russes avec Poutine au cours des dernières heures et des derniers jours ont évoqué une zone de sécurité relativement étroite, une DMZ s'étendant du nord au sud, peut-être sur 150 km de long. Ces chiffres ont été mentionnés, mais en termes de profondeur, non, quelque chose de moins de 50 km. Cela impliquerait un retrait russe de la région de Sumy. Et il est très difficile de savoir ce que les conditions de la DMZ signifieraient en matière de démilitarisation. Mais une chose est très claire. Kirill Dmitriev et les négociations monétaires russes ne portent pas sur le dispositif militaire, la protection militaire ou le cessez-le-feu, comme vous l'avez évoqué. Deuxièmement, cela doit être fait par les militaires des deux côtés et par les ministères des Affaires étrangères des deux côtés. Et rien n'indique pour l'instant qu'ils se soient engagés sur des termes précis. Et c'est un autre point que je dois souligner. Tout ce qui est ressorti des réunions de Miami, le premier cycle d'appels téléphoniques entre Trump et Poutine, c'est l'annonce de 2 groupes de travail. Quoi? Nous sommes à la fin de l'année, en décembre maintenant. 3 groupes de travail avaient été convenus en juillet, militaires, diplomatiques et humanitaires. Cet accord avait été conclu entre Rubio et Lavrov en juillet, lorsqu'ils se sont rencontrés à Kuala Lumpur. Il a été confirmé et répété lorsque les parties ukrainiennes et russes se sont rencontrées pour la dernière fois à Istanbul. Cela remonte à près de 6 mois. 3 groupes de travail avaient été convenus et maintenant on annonce qu'il y en aura 2. Cela laisse de côté le soi-disant groupe humanitaire, l'échange de corps, l'échange de prisonniers qui se poursuit. Il ne semble y avoir aucun progrès. On dirait une délégation vers les partis qui ne parlent pas d'argent, une délégation de représentants militaires et diplomatiques. On pourrait dire une victoire de Lavrov sur Dmitriev. On pourrait dire une victoire, de l'appareil de sécurité, la CIA, le Pentagone et le département d'État, sur le groupe Witkoff du côté américain. Mais aucun résultat pour l'instant, aucune précision sur votre question. Un cessez-le-feu? Un cessez-le-feu après quelle disposition pour la démilitarisation? Rien de tout cela. Il n'y a pas encore d'accord sur les conditions politiques, notamment sur le moment où de nouvelles élections ukrainiennes doivent avoir lieu. Les Ukrainiens vivant actuellement en Russie pourront-ils voter, comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Lavrov ces dernières heures, ou non? Toutes ces questions restent non résolues, ambiguës, floues. Et si nous arrivons à une sorte de pause dans les combats, le langage sera-t-il précis ou ambigu? Mes sources russes disent que ces dernières 24 heures, ils s'attendent à de l'ambiguïté. Ils veulent une pause. Ils pensent que Trump veut une pause. Les 2 camps veulent une pause maintenant, pour permettre à leur, disons, élite économique de gagner de l'argent, pour un allègement des sanctions, ce genre de choses. Mais en ce qui concerne la précision de l'accord global de sécurité que Lavrov a rappelé à tout le monde ces dernières heures, lequel avait été initialement proposé en 2021, aucune précision, donc aucun accord du tout. Lavrov a déclaré qu'il y avait eu un accord partiel
entre le département d'État et le ministère russe des Affaires étrangères sur certains problèmes de fonctionnement entre les ambassades des deux côtés. Faire venir des plombiers pour réparer les toilettes à Moscou et à Washington. Mais aucun accord n'a été conclu sur la reprise des vols entre Moscou et Washington. Lavrov a indiqué que la partie américaine, un groupe de travail devait être mis en place à ce sujet. Il travaille depuis des mois, depuis février. Le camp américain ne consentira à aucune amélioration des relations entre les ministères des Affaires étrangères tant qu'il n'y aura pas d'accord politique général lié à la fin de la guerre. Nous tournons donc en rond. Et la politique du tourner en rond n'est pas la même pour la Russie et pour les États-Unis. Je dois souligner que cette politique du surplace ne convainc pas les électeurs américains. Les sondages actuels montrent que la désapprobation du public à l'égard de la manière dont Trump gère les négociations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine est en hausse. L'écart négatif, la différence entre l'approbation et la désapprobation, dépasse les 20 points de pourcentage. C'est beaucoup de désapprobation et cela s'aggrave. Alors, que fait Trump? Il amène son équipe nationale aux réunions de Miami. Stephen Miller, le mobilisateur de la haine raciale, le spécialiste de la haine raciale aux États-Unis, maintient la cohésion de la base MAGA. Il participe à la négociation. Que fait Miller? Que fait Susie Wiles, la chef de cabinet, dans une négociation avec Zelensky? C'est une tentative de rassurer les électeurs américains, de plus en plus sceptiques à l'égard de Trump. Bien sûr, tout le monde se méfie de Trump du côté russe, mais il le voit tel qu'il est. Et il le considère aussi comme un acteur à court terme. Il perdra les élections de mi-mandat, puis disparaîtra en 2028. Il est donc meilleur que Biden. Il est peut-être meilleur que ce qui viendra après. Tout le monde a besoin d'une pause pour reprendre son souffle avant que ces événements ne se produisent. Et c'est cela qui motive la politique de chaque camp. En fait, John, je suis en Iran, comme tu le sais, et j'ai discuté ici avec plusieurs diplomates de haut rang de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Ils sont vraiment déconcertés par l'administration Trump. Ils ne savent pas ce qui se passe, ni quels sont les objectifs. Et cela crée un énorme problème pour la diplomatie. Ils souhaitent, d'une certaine manière, entamer des négociations, une forme de dialogue avec l'Occident dans son ensemble. Je ne parle pas seulement des États-Unis, mais ils ne considèrent tout simplement pas l'administration Trump comme capable de mener des négociations ou d'être fiable dans sa manière d'aborder les questions. In the way that they're talking about any issue. They don't believe the Trump administration anymore. Ils ne croient plus en l'administration Trump, et c'est pourquoi ils ne voient plus aucun intérêt à négocier avec elle. Et l'autre point, John, que tu as mentionné, je pense que dans le cas de l'Ukraine, c'est la manière dont l'administration Trump, ou Donald Trump lui-même, a totalement changé la nature des négociations entre les deux parties. Tu sais, les personnes qui gèrent cette négociation, Steve Witkoff et maintenant Jared Kushner, ne sont pas des diplomates. Et nous savons que si les négociations se déroulaient entre, disons, le secrétaire d'État américain, par exemple Marco Rubio, et Lavrov, nous savons qui est Lavrov et à quel point il est compétent dans ce type de négociation. Mais puisque l'administration Trump a décidé de placer ces deux personnes, qui ne sont pas des diplomates, en première ligne pour discuter avec les Russes ne peuvent pas envoyer Lavrov négocier avec eux, car ils ne sont pas du même rang, pas au même niveau. C'est pour cela qu'il est si difficile d'aboutir à un quelconque accord. Et comme vous l'avez mentionné, nous tournons en rond, nous revenons sans cesse au même point, et rien n'avance. Eh bien, il est très intéressant et important de souligner ce que vous venez de dire. Qu'en Iran,
on perçoit de la confusion. Et dans ce genre de confusion, l'Iran ne peut pas accepter quoi que ce soit de ce que Trump dit d'un jour à l'autre, que Netanyahou lui tienne la main ou non. Et évidemment, l'Iran est de nouveau sous pression. Nous aurons peut-être le temps d'y revenir. Mais ce qu'il faut aussi comprendre du point de vue russe, c'est que Witkoff, Kushner et leur entourage sont préférés comme, disons, canaux vers Trump en tant que décideur, plutôt que Ratcliffe à la CIA, Colby Hegseth et le général Kane au Pentagone. Et Rubio et son équipe de planification politique au département d'État, cette combinaison, parfois appelée l'État profond, qui fait fuiter des informations par des gens comme Seymour Hersh ou le New York Times ou d'autres, ce groupe continue de mener la guerre contre la Russie. La CIA continue d'apporter son aide dans ses frappes de drones visant les mouvements de pétroliers russes en mer Noire et plus récemment en Méditerranée. Et ce groupe autour de Rubio est de toute évidence le plus hostile sur le plan rhétorique à toute forme d'accord avec la Russie concernant les garanties de sécurité, la sécurité mutuelle, la démilitarisation et ainsi de suite. Ce groupe est étroitement aligné sur les plans du petit chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, et du petit Premier ministre d'Angleterre, Keir Starmer. En particulier, cet alignement factionnel relie le projet des pays européens de poursuivre la guerre à la réflexion américaine sur la manière d'affaiblir la Russie à long terme, tandis que la partie américaine organise ses capacités de combat en direction de la Chine en Extrême-Orient, de l'Iran au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Ainsi, tu peux comprendre que du point de vue russe, il vaut mieux choisir le diable que l'on connaît. Quel diable? Eh bien, le diable Witkoff prend de l'argent en échange de promesses. Peut-il tenir des promesses à long terme, d'ordre diplomatique ou militaire, comme tu l'as dit? Non, il ne le peut pas. Alors en Iran, tes interlocuteurs, et en Russie les miens, disent qu'on ne peut pas faire confiance à ce que font ou disent les Américains. Il faut pondérer leurs paroles par leurs actes. Il faut donc adopter une tactique opportuniste. Aller avec les financiers, suivre les appâts de l'argent, parce que tu as chez toi des électorats qui y sont favorables. Tout allègement de la violence, toute pause dans l'escalade, c'est de la bonne politique. C'est du court terme. Tout le monde veut éviter de donner l'impression de perdre cette guerre. Ceux qui veulent poursuivre la guerre veulent continuer à gagner de l'argent. C'est une exagération malheureuse que d'autres podcasteurs ne cessent de répéter. Les Européens sont des nains. Les Européens sont fous. Les Européens ne savent pas ce qu'ils font. Trump, en revanche, est ouvert à un moment ereshnik. Ce genre d'exagération est regrettable et erroné. Nous devons donc comprendre qu'il y a un avantage à négocier avec Witkoff, car l'alternative, Radcliffe, Hegseth et Rubio. On t'a perdu? On t'a perdu? Allô? Je suis de retour, John. I'm back, John. Ton son s'est coupé. On t'a perdu pendant 1 minute. Can you? Yeah. Oui, il y a eu un problème avec la connexion, John. John. But D'accord, où en étions-nous? Ce que je disais en réponse à ton point sur la perception iranienne de la confusion, c'est que du point de vue russe, il vaut mieux négocier directement avec Witkoff, Kushner et Trump qu'avec des adversaires comme Rubio, Radcliffe, Colby, Hegseth et le général Kane. C'est pour cela qu'ils le font. C'est pour cela qu'il y a cette répétition du côté russe. Nous respecterons les accords conclus à Anchorage, en Alaska, en août dernier. Ils essayent de maintenir Trump, Witkoff, Kushner et leurs associés à ces accords. Ils comprennent parfaitement bien qu'en dessous de ces ententes, Radcliffe de la CIA et tous les autres n'ont cessé d'intensifier la guerre partout où ils le peuvent. En mer, dans les zones profondes de raffinage du pétrole russe, sur les voies ferrées, partout. C'est ce que la Russie veut qualifier de terrorisme. C'est la guerre. Et il vaut mieux négocier avec Witkoff et Kushner qu'avec ces guerriers américains. Voilà la ligne. Voilà la position.
That's the line. That's the view. John, how do you understand the attacks? John, comment comprends-tu les nouvelles attaques contre Odessa? Que se passe-t-il dans la tête des Russes? Et comment vois-tu cette guerre que tu as mentionnée pouvant se poursuivre jusqu'à la fin de 2026 ou même jusqu'en 2027? Si c'est le cas, que va-t-il se passer à Odessa? What is going to happen in Odessa? Well, the latest round of attacks Eh bien, la dernière série d'attaques est plus ou moins ciblée de la même manière qu'elle l'a été depuis de nombreux mois. Elle vise à perturber l'ensemble des approvisionnements en électricité pour la population civile. Couper le courant, éteindre les lumières, couper l'Internet, couper le chauffage, afin de réduire la confiance des habitants d'Odessa dans la capacité du régime de Kiev à imposer sa volonté à Odessa, d'une part, et à dissuader l'attrait que représente la Russie comme source de profit, que les habitants d'Odessa auront toujours tendance à privilégier. Ainsi, priver la ville de son approvisionnement électrique constitue une tactique stratégique poursuivant cet objectif politique. Is a strategic tactic with that political objective. The second target is the port. La deuxième cible est le port, les navires qui arrivent, les cargaisons qu'ils transportent, et la présence dans la région d'Odessa d'équipes de l'OTAN menant la guerre navale par drone en mer Noire, la guerre de drones contre la Crimée et le territoire russe, ainsi que la guerre navale à plus longue portée dont nous avons déjà parlé. L'attaque qui a eu lieu récemment au large de la côte sud-ouest de la Crète, par exemple, fait partie de cette stratégie de guerre navale centrée sur la région d'Odessa. Les attaques des derniers jours soulignent donc également cet objectif. Je ne considère pas cette nouvelle série d'attaques comme différente dans son ciblage, et je ne les vois pas, en termes de puissance de feu ou de détonation, comme plus susceptibles de modifier l'état d'esprit d'Odessa qu'elles ne l'ont été par le passé. Ce que nous constatons, c'est que le président Poutine impose moins de restrictions sur le plan politique à l'état-major général dans le choix de leurs cibles, dans ce que nous appelons la campagne de guerre électrique. Moins de restrictions pour le général Gerasimov dans la poursuite de ses objectifs. Mais la politique reste la même, et je ne vois à court terme aucune discussion sur la possibilité que la région d'Odessa redevienne russe. Non, nous l'avons déjà dit, les habitants d'Odessa sont perçus, et l'ont toujours été, dans les romans comiques depuis presque un siècle, dans la pensée à long terme des Russes. Les Odessites se rangeront toujours du côté de l'argent. Quand l'argent est à Kiev, ils s'y conforment. Quand l'argent est à Moscou, ils s'y conforment. Ils se plieront dans les deux sens dès qu'ils en auront la moindre occasion. Je ne vois pas de changement significatif à cela. Je ne vois pas non plus de changement notable dans la capacité de la Russie à contraindre les habitants d'Odessa à capituler. Soyons francs, n'exagérons pas ici. La Russie n'a pas la capacité d'imposer une capitulation. Il n'y a pas de moment Ereshnik, comme nous essayons de l'expliquer depuis le premier tir d'essai à Dnipropetrovsk. Ereshnik ne sera plus utilisé pour décapiter la direction ukrainienne pour l'instant. Oui, l'arme a été déployée, mais elle ne sera pas utilisée à Odessa. Elle ne sera pas tirée depuis la Biélorussie. C'est un moyen de dissuasion, une incitation à conclure des accords. Mais dans la mesure où la soi-disant attaque contre l'Ukraine se poursuit, les habitants de Valdai riposteront. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que cette riposte soit autre chose qu'un échange symétrique, un coup pour coup. C'est la position du président Poutine depuis le début. Et nous sommes encore loin de la fin. Alors, pour revenir en arrière, quel avenir pour Odessa? Quel avenir pour Nikolaïev? Quel avenir pour Kharkov? La réponse est qu'ils resteront ukrainiens, dans un état affaibli, très affaibli. Sur une période plus longue,
Ce que la Russie veut, c'est s'assurer qu'il ne puisse pas être utilisé comme plateforme pour attaquer l'Ukraine, la Novorossia, les nouvelles régions russes, l'arrière-pays ou la mer. S'ils ne servent pas de plateforme pour cela, la Russie est convaincue qu'avec le temps, ils voteront selon leurs intérêts économiques. Ils se réaligneront avec la Russie. Mais si l'argent se trouve à Kiev, c'est là qu'ils resteront. John, the Trump administration is reaching, John, l'administration Trump arrive, tu sais, à sa première année au pouvoir aux États-Unis. Et le conflit en Ukraine, Donald Trump affirmait avant d'arriver au pouvoir qu'en 24 heures, il y mettrait fin. Mais maintenant, il approche de sa première année et il est loin d'un règlement en Ukraine. Penses-tu que l'élan qu'il avait en arrivant au pouvoir aux États-Unis s'estompe, qu'il est en train de disparaître d'une certaine manière? Réponse courte, oui. Et tout le monde, surtout les personnes à la Maison-Blanche comme Miller et Wiles, lit les sondages. Trump aussi. Les sondages montrent un niveau inhabituellement élevé de désapprobation de sa performance en tant que président. Si vous lisez, comme je suis obligé de le faire sur rollcall.com, ses tweets quotidiens, son interminable autocélébration, tout ce que vous pouvez dire, c'est que tous ces efforts entrent par une oreille de l'électeur américain et ressortent par l'autre. Le niveau de désapprobation globale est très élevé et il ne s'améliore pas. Quand on est président, et je l'ai été il y a longtemps, on se demande que devons-nous faire pour faire évoluer l'opinion. Parce que nous approchons des élections de mi-mandat l'année prochaine. Nous y serons dans seulement quelques heures. We're in next year in a couple of hours' time. What do we do before we lose power? Que faisons-nous avant de perdre le pouvoir? Que devons-nous faire pour ne pas le perdre? Le mandat dans son ensemble, le mandat exprimé pour Trump dans les États clés, le mandat exprimé par la soi-disant base MAGA, chacun de ces éléments de sa victoire d'il y a un an s'est dissous, s'est fragmenté. Et la question que la Maison-Blanche doit constamment se poser est de savoir comment maintenir ces éléments en action de manière positive. Eh bien, ils ne fonctionnent pas positivement. Non, ils ne le font pas. Par conséquent, des mesures désespérées sont employées. Nous avons vu un relâchement de certaines de ces mesures désespérées utilisées pour tenter de réorienter l'opinion publique en faveur de ces politiques sur l'immigration, sur l'inflation, sur la force du dollar américain. Et cela continue encore et encore. Il n'est convaincant pour personne. Ainsi, le mandat est affaibli. Un mandat affaibli entraîne des actions plus désespérées de la part de Stephen Miller, Susie Wiles, Howard Lutnick, du secrétaire au commerce, et de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Trump annoncera-t-il donc un nouveau changement en janvier? Se débarrassera-t-il, par exemple, de Hegseth? Remplacera-t-il Bessent au Trésor? Il doit rendre son message plus clair que son flot quotidien de tweets pour convaincre les électeurs des États clés et des prochaines batailles au Congrès qu'il est bien aux commandes, comme il ne cesse de le dire. Et personne n'en est convaincu. Par conséquent, c'est un perdant. C'est le seul déclencheur de la psychopathologie de Trump. La peur d'être un perdant déclenche sa violence. John, John, en regardant la façon dont Donald Trump parlait de l'attaque israélienne contre l'Iran, il a dit que, lorsqu'il s'agit du programme de missiles balistiques de l'Iran, Israël peut attaquer l'Iran. Mais lorsqu'il s'agit du programme nucléaire, ils peuvent attaquer rapidement. Dans quelle mesure ce qu'il dit est-il lié à sa propre situation aux États-Unis, compte tenu des élections de mi-mandat? Et dans quelle mesure s'agit-il vraiment de soutenir Netanyahou dans ses nouvelles attaques contre l'Iran, s'il y a quelque chose qui va dans ce sens, dans la manière dont il exprime son opinion? Eh bien,
Pardonnez-moi. Les sondages montrent que les électeurs juifs, une source importante de financement pour les campagnes de Trump, ainsi que pour celles de l'opposition démocrate, l'ont influencé à soutenir à peu près tout ce que Netanyahou dit et fait. Je veux dire, les électeurs juifs ne sont pas convaincus que, pardonnez-moi, Trump soit sérieux à propos de la destruction du territoire contrôlé par le Hamas, comme l'affirme le Premier ministre Netanyahou. Alors Trump redouble d'efforts, mais il ne le peut pas. Il ne peut pas détruire le Hamas. Même un génocide ne pourrait détruire ni le Hamas, ni le peuple palestinien. C'est la même chose, comme vous venez de le dire, Nima, pour le programme nucléaire iranien. Ce qu'il faut pour dissuader, ce n'est pas seulement la capacité de l'Iran à survivre à une attaque, mais, oups, nous vous avons encore perdu. Je ne suis pas sûr, d'après le fil de commentaires, si vous pouvez m'entendre dans le public, mais nous n'entendons pas Nima en Iran. Alors, que puis-je faire ici pour rester occupé et continuer notre programme pendant que Nima se reconnecte? Est-ce que tout le monde m'entend, mais pas Nima? C'est bien ce qui se passe. Je vérifie le fil de commentaires. Le public peut-il m'entendre? On dirait que nous avons perdu Nima en Iran, n'est-ce pas? Bon, pourquoi ne pas me poser des questions dans le fil de commentaires et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Quelles questions avons-nous qui n'ont pas encore été abordées? D'accord. Eh bien, même un génocide ne peut pas arrêter le Hamas, tu sais, dans ce qu'il fait, dans sa manière de résister à l'oppression. Tu faisais un point à propos du Hamas. Quel est ton point concernant l'attaque contre l'Iran et la façon dont Donald Trump la soutient d'une certaine manière? Ce soutien est-il censé montrer à quel point Israël est important pour Donald Trump? Oui, c'est vrai, mais c'est pour conserver le vote juif. C'est pour apaiser les Israéliens. C'est pour menacer l'Iran, mais pas pour en arriver à la guerre. Ce n'est pas pour aller jusque-là, car les risques d'une reprise de la guerre israélienne contre l'Iran et le risque que l'aviation de Trump ne bénéficie pas d'un passage libre et facile dans l'espace aérien iranien la prochaine fois sont bien plus grands. Je ne crois pas que, plus on se rapproche des élections de mi-mandat de novembre, Trump prendra le risque de perdre une guerre, non seulement contre l'Iran, mais aussi face à une défense aérienne russe bien mieux coordonnée cette fois-ci. Souvenez-vous, l'avantage israélien auparavant résidait dans la vulnérabilité interne de l'Iran. Face aux attaques de sabotage, aux tentatives d'assassinat, aux efforts visant à paralyser notre gouvernement, tout cela a été efficace à très court terme, mais a échoué à long terme. Ce qui a échoué ici, c'est la tentative israélo-américaine de changer le régime en Iran. Vous êtes sur place, vous en avez une très bonne perception et vous pouvez y ajouter votre propre analyse. Mais le changement de régime, en tant qu'objectif stratégique des États-Unis, a échoué. Alors, que reste-t-il? La préservation du régime en Israël est désormais un objectif majeur des États-Unis, un objectif de Trump, un objectif électoral. Et cela, c'est une réussite. C'est une réussite. Donc si vous combinez les deux, qu'obtenez-vous?
if you combine the two, what do you have? You have escalation of threat falling short. Il y a une escalade de la menace qui reste en deçà d'une véritable attaque, car une attaque comporte le risque de pertes majeures. Je ne crois donc pas que ni Netanyahou ni Trump, confrontés au risque politique et militaire d'une seconde guerre, se lanceront dans un conflit. Pas encore, pas maintenant. Des surprises sont-elles probables? Elles sont certainement possibles. Pouvons-nous anticiper quel type de vulnérabilité les Israéliens et les Américains pourraient détecter à l'intérieur de l'Iran? C'est ce qu'ils cherchent en permanence. Peut-on s'attendre à des problèmes pour l'Iran à la frontière pakistanaise? Oui, c'est possible. Peut-on s'attendre à davantage d'assassinats de nature provocatrice? Oui, c'est possible. Mais est-ce que je vois une reprise de la guerre pour des raisons politiques? Non. Tu veux dire qu'à ce moment précis, compte tenu de ce que tu as dit à propos de Donald Trump, de son soutien et de sa position aux États-Unis, il n'est pas logique qu'il soutienne Israël dans de nouvelles attaques contre l'Iran. C'est bien ton point, n'est-ce pas? Oui, et nous pouvons observer la même dynamique sur les côtes du Venezuela. Nous voyons une immense armada rassemblée, mais dans quel but? Le changement de régime contre le président Maduro échoue pour l'instant. On rassemble une armada comme les Espagnols l'ont fait contre les Anglais et Elizabeth Ire, balayée par le vent. Balayée par le vent. Der Überformsas. Amplifié. L'affaire des dossiers Epstein et tout le reste. Mais les méthodes particulières que représente Stephen Miller, les attaques dans les villes démocrates, l'utilisation de la police spéciale de l'ICE et de l'armée pour prendre le contrôle des villes à électorat démocrate, cela non plus ne gagne pas. Trump affirme que Washington, D.C. est un endroit plus sûr, mais est-ce que cela change les votes? La réponse est non. Oui, exactement. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup. Bonne année à vous et mes excuses à notre public. Nous avons eu quelques pauses qui ont fait du bien. Nara pour pause poussée. Mais malgré tout, la pause permet de se ressourcer. Et nous espérons qu'en cette nouvelle année, chacun se sentira un peu revigoré, avec moins d'exagération, plus de réalisme. Mais nous verrons bien et nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oui, exactement. Merci, John.